Je présente les intervenants, donc François Giraudy de la société Ecocarbone. Je reviendrai rapidement sur les différentes interventions tout à l'heure. Émilie Durochat de la plateforme pour le commerce équitable. Mathilde Gasperi de l'Agence française de développement également. Et Christophe Chauveau de Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Alors, je vais faire une rapide introduction sur l'agriculture contractuelle pour les agricultures familiales, puisque pour nous, les agricultures familiales ont vocation à produire des biens alimentaires, des biens divers. C'est aussi une agriculture qui produit potentiellement des produits non agricoles, non alimentaires, pardon, mais tout ça visant à approvisionner des populations, soit rurales, soit urbaines, sur des marchés. Donc la question qui est posée derrière, c'est celle de l'insertion de ces agricultures sur les marchés domestiques, les marchés de proximité, mais aussi les marchés nationaux, les marchés régionaux, voire les marchés internationaux à l'exportation. Alors l'agriculture contractuelle, peut-être pour la définir, j'emprunterai une définition un petit peu savante proposée par Martin Proust, qui est un consultant anglais que nous avions mobilisé il y a quelques années et qui nous a fait une revue un peu théorique sur le concept de l'agriculture contractuelle, mais qui est illustrée par de nombreux exemples et qui a donné lieu à une documentation que vous pouvez prendre si vous êtes intéressé. Et Martin nous proposait la définition suivante pour l'agriculture contractuelle. Donc il parle d'un accord contractuel à durée déterminée, donc qui n'est pas cessible, donc qui est entre une entreprise et des exploitants agricoles, organisés ou non. Un accord qui peut être conclu oralement ou par écrit, et qui a lieu avant la mise en production. Cet accord prévoit d'un côté la fourniture de ressources à l'exploitant, donc des ressources qui peuvent être des intrants matériels, hein, les intrants des semences, des fertilisants, du matériel, et de l'autre, et également des intrants de type conseil agricole, appui technique, et de l'autre, cet accord stipule des conditions de production et de commercialisation et donne en fait à l'entreprise une exclusivité pour le rachat de la production de l'agriculteur. Donc pour nous, c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé et qui, comme on dit assez classiquement, peut donner lieu, enfin le diable se cache dans les détails, il peut donner lieu à des éléments extrêmement positifs, mais parfois peut enfermer les agriculteurs dans des situations plus difficiles. Au final, la question est la seule qui se pose pour nous, c'est est-ce que cette agriculture contractuelle est de nature à permettre aux agricultures familiales de se développer, à leur permettre une dynamique, sachant qu'elle ne résume pas toutes les possibilités de développement de l'agriculture, bien évidemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des contrats. Les questions que je voulais poser aux intervenants, c'est peut-être que pour apprécier la qualité d'une relation contractuelle, il y a 4 points importants à prendre en compte. C'est d'une part le positionnement respectif des deux partenaires, donc l'entreprise et l'agriculteur ou le groupement d'agriculteurs, quant au rapport, quant à l'accès à la terre, à l'accès aux ressources naturelles, l'eau, et quant à la propriété des moyens de production. Comment les uns et les autres se répartissent par rapport à ces facteurs de production. La deuxième question, c'est celle de la gouvernance, des relations de pouvoir, de la marge de manœuvre que les différents partenaires peuvent avoir sur les évolutions de cette filière, sur les choix qui la concernent.
et qui renvoie donc pour les agriculteurs, bien évidemment, à leur organisation professionnelle. Le troisième point, c'est la question du partage du risque, en particulier quand il y a des innovations techniques qui sont mises en œuvre, ou même des innovations sociales. Est-ce que la partie agriculteur prend tous les risques, ou est-ce que ces risques sont partagés et comment? Et le quatrième point, c'est le partage de la richesse qui va être créée, le partage de la valeur ajoutée, comment est-ce qu'il se répartit et comment est-ce qu'il est négocié, je dirais, dans le temps, parce que le contexte peut changer. Et la dernière question sous-jacente à tout cela, c'est ces schémas d'agriculture contractuelle ont-ils besoin ou pas de politiques publiques particulières? Est-ce que l'État a à voir là-dedans, même s'il s'agit d'acteurs privés qui passent un marché ensemble, est-ce qu'on a besoin ou pas de politique publique derrière? Donc nous commencerons par Mathilde qui va présenter une expérience sur laquelle l'AFD travaille depuis une quinzaine d'années au Ghana, sur des plantations villageoises en DVA avec une société agro-industrielle. Nous continuerons donc par François Giraudy qui présentera une expérience de l'entreprise Écocarbone sur des schémas d'agroforesterie avec le Jatropha. Nous continuerons avec Émilie Durochat qui nous présentera l'expérience et les retours issus des terrains sur lesquels travaille la plateforme pour le commerce équitable. Et nous terminerons ce premier tour avec Christophe Chauveau sur également les expériences que mènent Agronomes et Vétérinaires sans frontières sur ces sujets. Merci José pour cette introduction. Donc je vais essayer, je pense qu'en présentant un projet concret, ça va être une façon de répondre aux différentes questions que tu as listées. Il me semble que le projet que je vais vous présenter illustre assez bien comment un dispositif d'agriculture contractuelle peut à la fois fonctionner au bénéfice de tous, dans un contexte, et dans un pays et sur une filière donnée, donc on est vraiment dans un environnement très spécifique, et comment également il s'inscrit dans une dynamique avec des évolutions constantes et des ajustements, et il s'inscrit dans un temps relativement long. Puisqu'il s'agit d'un projet qui a démarré il y a plus de 15 ans au Ghana sur la filière évéicole, d'accompagnement de plantations villageoises en lien avec une agro-industrie présente historiquement sur le territoire. Le schéma, je vous présente assez brièvement le schéma. Donc le schéma fonctionne autour de 3 acteurs. L'agro-industrie, les petits planteurs représentés par leur organisation de producteurs et une institution financière. Ce qui se passe, c'est que la banque prête, fait des crédits aux petits producteurs qui, eux, donc du coup, investissent dans leur plantation évéicole, disposent d'un accompagnement technique de la part de l'agro-industrie, de la vente également de tous les intrants nécessaires à la bonne conduite de la plantation et d'une garantie d'achat de 100% de leur production selon un mécanisme de prix qui est discuté entre tous les acteurs au sein de la filière. Après 15 ans d'appui, le constat qu'on fait globalement, on a à peu près 6 000 planteurs qui ont bénéficié du projet, à peu près 22 000 hectares plantés. Sur les premières phases d'appui, on constate qu'il n'y a aucun défaut de remboursement. On n'a pas de problème de remboursement des crédits qui ont été octroyés, ce qui est quand même un point important. Et on a des revenus par planteur qui sont relativement élevés, puisque d'après les estimations qu'on peut faire sur la base des cours de l'EVA ces dernières années et des taux de change, on est autour de 1 600 € par hectare par an à partir de la 12e année de production, ce qui est quand même un revenu important pour le planteur. Ce qui est important de voir, c'est comment ce schéma a été possible. Et il faut vraiment insister là-dessus, c'est parce qu'on est dans un contexte bien spécifique, sur une filière bien particulière. D'abord, à l'origine, il y a des intérêts partagés entre tous les acteurs pour monter un système comme celui-ci. Au niveau pour l'agro-industrie, d'abord, il y a un problème d'accès au foncier. Donc c'est une façon de résoudre la problématique d'accès au foncier tout en augmentant ses volumes d'approvisionnement. Ça résout aussi les problématiques potentielles de litige foncier, donc une question sociale pour l'entreprise. Et c'est aussi une façon pour elle, clairement, de diminuer ses investissements, puisqu'elle n'a pas d'investissement afférent à un achat de terre. S'agissant du gouvernement,
qui est en fait un acteur clé dans la mise en place de ce dispositif à l'origine, l'intérêt, c'est d'accompagner la diversification de son agriculture au niveau national et effectivement de générer des emplois en milieu rural. Du point de vue des planteurs, c'est une opportunité de diversifier les productions, de sécuriser, et ça c'est un effet indirect du projet qu'on n'avait pas perçu, je pense, à l'origine, de sécuriser son accès au foncier, et d'avoir des ressources importantes, mais non seulement importantes, également mensuelles, puisque les paiements de l'EVA, sur une culture pérenne, vont être réguliers et mensualisés. Et pour un producteur, ça n'est pas anodin que d'avoir une ressource mensualisée et une trésorerie comme ça tout au long de l'année. C'est aussi possible, et c'est un point encore très important, parce qu'on est dans un contexte de monopsone, de monopole régional de fait, qui n'est pas institutionnalisé, mais qui par le principe duquel l'agro-industrie est la seule à acheter cette production dans la zone. Ce qui signifie, et c'est très important, que les planteurs ne peuvent pas aller vendre cette production à des tiers dans la même zone. Donc le respect des accords contractuels est assuré. Il y a un remboursement effectif du prêt, parce que s'il y a un tiers qui vient acheter la production à 100% de sa valeur et non pas après déduction du montant du crédit, effectivement, on a un risque que le planteur ne rembourse pas la banque. Donc ça, c'est un élément qui explique en fait que le schéma ait fonctionné, qu'on soit sur quelque chose de relativement pérenne aujourd'hui. Un autre élément, c'est effectivement propre à la filière. On a des cours de l'EVA qui sont assez bons et des perspectives d'évolution de ces cours qui sont aussi du caoutchouc naturel qui sont aussi très bonnes. Donc on a un schéma autour de 3 acteurs, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas que ces 3 acteurs dans le dispositif. Et que dès l'origine, et ce qui permet le succès de ce projet, c'est qu'il y a également un rôle important joué par l'État, avec l'appui des bailleurs de fonds, en offrant une approche complètement intégrée autour de la filière, avec des dispositifs de recherche, un appui très fort à une organisation de producteurs, qui sera capable de négocier avec l'agro-industrie sur les prix des intrants, sur les mécanismes de prix d'achat de la production. Et on a également le gouvernement qui finance, avec l'appui des bailleurs, la réhabilitation ou l'ouverture de pistes d'accès et de desserte de ces nouvelles plantations. C'est un accompagnement qui s'inscrit dans la durée pour structurer la filière et qui s'appuie de manière très forte sur le souhait d'avoir des contrats le plus transparents et les plus équitables possibles. Donc c'est un travail permanent. Pourquoi? Parce que comme le disait José, ce qui est important, et notre position, notre point de vue sur l'agriculture contractuelle, c'est qu'on ne peut pas l'analyser indépendamment du détail précis de chacun des contrats qui la régissent. Et dans ces contrats, ce qui va importer, c'est le partage de la valeur et des risques, le rôle que peut jouer l'organisation de producteurs et sa capacité de négociation, et dans ce dispositif-là, l'adaptation du crédit qui est apporté aux planteurs par la banque. Sur ce dernier point, le fait que le bailleur apporte à une banque, à une institution financière, des ressources longues, ça lui permet elle-même d'octroyer des prêts relativement longs. Et sur une culture comme l'EVA, c'est très important, puisqu'on a des plantations qui n'entrent en production qu'après 7 ans. Donc, le produit financier offert aux planteurs est totalement innovant. On est sur des maturités de l'ordre de 20 ans, 22 ans, avec une période de différé de 7 ans. On a un taux d'intérêt qui est construit de façon à être soutenable dans la durée pour le planteur. Sur le foncier, qui est une problématique qu'on rencontre toujours en matière de crédit, il y a également une innovation qui est que la banque a accepté d'apprendre en faisant et de ne pas s'arrêter à l'obtention ou non d'un titre foncier pour pouvoir prêter. Et dans les faits, aujourd'hui, la banque prête à ces petits planteurs sans qu'il y ait de titre foncier derrière. Et elle se satisfait des consultations qui sont menées au niveau local avec les autorités coutumières, avec les chefs traditionnels, pour s'assurer qu'il n'y a pas de litige foncier. Elle se satisfait de ça pour prêter, et pour l'instant, c'est un succès. Une autre innovation qui nous paraît très importante, c'est dans la modalité de remboursement du crédit, qui est fonction de la valeur et du volume de production, c'est-à-dire c'est un pourcentage des ventes. Donc en cas de baisse des cours, en cas de mauvaise production, le risque est partagé entre la banque et le planteur. Le planteur rembourse mensuellement 25% de sa vente en remboursement d'emprunt.
S'agissant du partage de la valeur dans la filière et de la capacité de l'organisation de producteurs à négocier. D'abord, on a vu se construire un mécanisme de négociation sur les prix avec une formule de prix qui indexe le prix au cours du marché, au cours international. Ensuite, il y a une vraie dynamique de négociation sur le coût des intrants, sur laquelle nous sommes très attentifs et sur laquelle l'État a été aussi historiquement très attentif. Et maintenant, tout cela se conduit de manière relativement indépendante parce que les négociations fonctionnent relativement bien. Et à titre d'exemple, au démarrage du projet, donc il y a 15 ans, le prix qui était facturé aux planteurs pour la fourniture des plants par l'agro-industrie a été contesté par les planteurs. Et pour répondre à cette contestation, l'agro-industrie a accompagné l'organisation de producteurs dans la création d'une pépinière. Et aujourd'hui, l'OP a ses propres plans, produit et est capable de juger de la qualité du prix, de l'équité du prix qui est proposé par l'agro-industrie. En termes d'accompagnement technique, qui est un point très important, d'accompagnement technique des planteurs, on a vu progressivement sur les 15 années du projet une baisse assez forte des coûts qui étaient facturés par l'agro-industrie, avec une prise en charge par l'agro-industrie de différentes charges sur ses ressources propres de façon de plus en plus importante, sur le suivi sanitaire des plantations pendant toute la période où elles ne produisent pas, sur les dernières années d'assistance technique, sur tout ce qui est coût de coordination, ainsi que sur la mise en place de dispositifs de champs-écoles et d'appui technique sur du vivrier et le développement de cultures vivrières. Sur la capacité de l'organisation de producteurs à négocier, d'abord, il faut voir que l'organisation de producteurs valide toutes les facturations qui sont adressées par l'agro-industrie à la banque. Donc, elle voit passer tout ce qui est imputé sur le compte en tant que débit du planteur et elle le valide. Et ensuite, en termes de soutenabilité et de pérennité financière de l'OP, dans la formule de prix, il a été décidé qu'une petite partie du prix de vente lui reviendrait, ce qui a permis d'asseoir son assise financière. Donc, globalement, en termes de partage de risque sur ce dispositif, le risque de production est partagé par le planteur, par la banque. Le risque de commercialisation est partagé entre le planteur et l'agro-industrie qui s'engage à acheter 100% de la production, quel que soit le niveau des cours. Et le risque financier, le risque de non-remboursement est porté par la banque aujourd'hui. Et historiquement, il l'était par l'État qui s'endettait et reprêtait à une banque. Mais maintenant, la banque porte le risque directement toute seule. Donc en termes d'impact, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a à peu près 6 000 planteurs, 22 000 hectares, donc on est quand même sur une échelle assez intéressante. Et on a vu qu'effectivement, au fur et à mesure des projets et de la construction du projet, on pouvait augmenter, accroître la taille et le nombre de bénéficiaires, etc. Après, donc c'est un projet qu'on considère très intéressant. Ça n'empêche pas qu'on se pose un certain nombre de questions, notamment relatives à la cible et à nos bénéficiaires. Donc, qui sont nos bénéficiaires? Alors, on a des critères d'éligibilité pour accéder à ce projet, qui sont des critères de surface maximum, qui sont des critères relatifs au fait de ne pas avoir bénéficié de financement antérieur, des critères de genre aussi. Mais il est vrai qu'on aurait besoin d'avoir une visibilité accrue et en ce sens, on va conduire une évaluation des bénéficiaires réels de ce projet. L'autre question que ça soulève, c'est celle de la sécurité alimentaire et de la concurrence potentielle entre le développement de ces cultures pérennes et du vivrier. Et sur cette question-là, sur laquelle nous, on est relativement confortable, à l'aise, parce qu'on pense que la sécurité alimentaire, c'est aussi les revenus et la capacité d'acheter de la nourriture, il n'empêche qu'on a une discussion régulière avec le gouvernement sur tout ce qui est régulation et usage des sols à l'échelle d'une région et d'un territoire. Et puis, alors une autre question qui là fait même débat en notre sein, est-ce que aujourd'hui dans ce dispositif on a en fait eu différentes banques qui sont intervenues, mais exclusivement des banques publiques? On se demande si un tel schéma pourrait être porté par des banques commerciales. On n'en a pas vu. Certaines ont manifesté leur intérêt, mais on n'a pas réussi à faire aboutir ce dispositif-là auprès des banques commerciales pour l'instant. Et enfin, dans la perspective toujours qu'on est dans une construction de projet, donc quelque chose de très dynamique, de changeant et qui doit s'ajuster, aujourd'hui, on voit qu'il y a de nouveaux opérateurs qui arrivent au Ghana pour transformer les VA.
Donc ça pose de vraies questions sur la pérennité du modèle, puisque les producteurs pourraient un jour décider de vendre à un autre et de ne pas respecter leurs accords contractuels. Et en ce sens, pour nous, le rôle de l'organisation de producteurs est fondamental dans sa capacité à convaincre ses producteurs de respecter les contrats et aussi dans sa capacité à être moteur pour la création d'une interprofession au niveau national qui permettrait de réguler l'ensemble du marché. Voilà. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle François Giraudy, je suis agronome et je suis le directeur général d'une société qui s'appelle Jatropha Mali Initiative, qui intervient dans les régions de l'ouest du Mali, les régions de Kita et Bafoulabé. Donc notre activité, notre objectif est de bâtir une filière intégrée à base de production d'oléagineux, donc de Jatropha pour des productions industrielles, savon substitué au diesel ou engrais biologiques, et de tournesol pour l'alimentation humaine et animale. Et donc notre stratégie est de travailler avec les agriculteurs familiaux qui sont, enfin les agriculteurs du coin sont tous des agriculteurs familiaux qui sont dans des systèmes de polyculture élevage. Donc on propose aux agriculteurs qui le demandent, qui le veulent en tout cas, de cultiver soit du jatropha, soit du tournesol. Et on leur apporte en échange des semences, des plants, un conseil technique et un prix minimum garanti. Ce prix minimum pouvant éventuellement, d'ailleurs actuellement le prix auquel on achète est bien plus élevé que le prix minimum garanti, mais ils ont cette garantie de prix minimum garanti en échange évidemment d'une exclusivité puisque nous faisons tous ces investissements. Donc c'est une filière tout à fait naissante dans laquelle on est loin d'avoir résolu ni tous les problèmes techniques ni tous les problèmes organisationnels. Et on travaille, d'ailleurs ma collègue en charge de la recherche-développement est ici, on travaille aussi beaucoup sur la RD, sur une RD qui est pas du tout, enfin qui est une RD en tout cas, qui est une RD ciblée sur les conditions paysannes, puisque nos interlocuteurs sont les paysans, et pour que ces paysans veuillent bien soient intéressés par les cultures qu'on leur propose, il faut qu'on leur propose des schémas techniques dans lesquels ils se retrouvent. Ça veut dire travailler sur la génétique de la plante, qu'on avait peut-être un peu négligé, travailler sur l'agronomie de la plante, et donc là aussi, il y a un gros travail qui est fait, et travailler sur quelque chose qui est très important, je crois, quand on travaille aussi dans l'agriculture familiale, qui est travailler sur l'insertion dans les systèmes de production. Quand on a commencé, on a proposé, par exemple, aux paysans de faire des plantations de jatropha, ce qui, d'un point de vue du jatropha strict, n'est pas une idiotie, c'est bien de faire des plantations. Et en fait, les paysans, on leur disait, vous plantez un arbre tous les 3 mètres et vous faites une plantation. En fait, si on considère le jatropha seul, ce n'est pas idiot. Si on considère le système de production local, c'est complètement idiot. Parce que, en fait, dans ces exploitations polyculture élevage, la priorité des paysans, c'est d'abord de remplir leur grenier, puis d'avoir les ressources financières pour les besoins financiers pendant l'année. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ciblent d'abord les vivriers sur des parcelles qui sont beaucoup exploitées, et pour avoir de l'argent, ils commencent d'abord par faire les cultures qu'ils connaissent, coton, arachide, sésame ou autre. Et donc, la plantation de jatropha était faite sur des terres complètement délaissées et n'était pas entretenue. Moralité, elle ne produisait pas. Donc, moralité, on allait droit à la catastrophe avec des paysans qui allaient se décourager, qui n'allaient pas le faire. Donc, nous avons fait d'autres propositions qui étaient cette fois mieux adaptées, qui est de faire des systèmes agroforestiers avec des bandes d'arbres dans le champ et qui, en plus, offraient non seulement pas de travail supplémentaire ou très peu de travail supplémentaire aux paysans dans la mesure où ils cultivaient sur la même parcelle, mais offraient des synergies entre les plantes puisque, pour ceux qui ne connaissent pas, l'agroforesterie offre l'intérêt d'avoir que l'arbre ne demande pas beaucoup plus d'entretien quand il est petit et quand il est plus grand, maintient l'humidité, fait remonter de la matière organique des horizons profonds et diminue l'érosion éolienne, 3 facteurs importants de limitation de la production dans ces zones-là. Donc on peut avoir, au lieu de partir sur un cercle vicieux, on repartait sur un cercle vertueux. Alors, là aussi, j'étais très intéressé par l'exposé de Mathilde et je pense que je vais envoyer quelques-uns de mes techniciens et des responsables d'OP au Ghana pour voir ce qu'ils font. Parce que, donc, effectivement, sur l'approvisionnement en plants, c'est pareil. On était parti sur des pépinières faites par des soi-disant professionnels
Et puis ça ne marchait pas, et ça ne marchait pas, ça coûtait cher. Donc là, on est passé sur des pépinières villageoises gérées par les paysans eux-mêmes. Et voilà. Donc on est dans une situation... Alors effectivement, on présente souvent dans ces relations entre l'industrie et le paysan comme le faible, et c'est vrai que d'un côté il est faible, mais il faut bien comprendre aussi que, en tout cas dans notre situation, on n'est pas non plus en position de force. C'est-à-dire que si on ne paye pas bien les paysans, si les paysans, on n'a pas de propositions techniques qui permettent aux paysans de bien produire, les paysans ne vont pas produire. Et donc on n'aura pas d'approvisionnement, donc on n'aura pas de vente, et donc notre projet agro-industriel ne va pas être validé. Et Mathilde aussi parlait de la concurrence. La concurrence est un aspect extrêmement important. Comment est-ce qu'on se protège de la concurrence? Et pour ça, effectivement, moi en tant que directeur général de Jatropha Mali Initiative, j'ai besoin d'avoir en face des partenaires professionnels, j'ai besoin d'avoir des organisations professionnelles agricoles avec qui je peux discuter des stratégies, de la campagne, des prix, de l'approvisionnement. C'est un besoin énorme, et de besoin de quelque part de gérer, que ce soit eux qui gèrent entre eux la concurrence. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller derrière chaque paysan, et je ne vais pas le faire, ça serait difficile pour qu'il respecte son contrat. Donc c'est avec finalement l'organisation paysanne qu'on se met d'accord. Il y a des négociations qui ne sont pas faciles. Enfin, j'étais la semaine dernière encore au Mali pour discuter de tout ça avec l'Union des producteurs, et nous avons commencé à leur confier une partie de la commercialisation contre une rémunération. Donc en fait finalement l'argent reste un petit peu, on diminue les risques. Et donc ces situations, comme disait Mathilde, ces situations de monopsone peuvent être perçues comme un danger, c'est-à-dire avec une entreprise qui peut dicter sa loi avec les paysans, mais ça peut être aussi une opportunité dans la mesure où ça permet à l'industrie, ce qui est des gens comme nous, ça permet d'investir sur le conseil, ça permet d'investir sur la R&D. Si quelque part à un moment donné, moi je me retrouve en concurrence totale et pas de protection, pas de politique publique de l'État, quelque part je serais obligé d'abandonner tout le dispositif de conseil agricole, tout le dispositif d'R&D, qui est quand même pas si grand que ça, il ne faut pas exagérer, mais tout le dispositif d'appui aux coopératives, et me placer, comme dans certaines situations en Afrique de l'Est, sur une situation de concurrence totale, où effectivement peut-être que les paysans auront leurs graines achetées plus vite, peut-être à un meilleur prix, mais ça reste à prouver, mais en tout cas où il n'y aura aucune réflexion sur la productivité, sur la qualité des produits, sur les marchés. Donc c'est quelque chose qui est pour moi très très important. Et donc voilà en gros ce que je voulais dire. Alors sécurité, un petit mot sur sécurité alimentaire et vivrier. Là encore, dans le contexte d'Afrique de l'Ouest, clairement, les paysans, leur priorité c'est le vivrier. Et quelque part, même si j'étais un financier cynique, je serais obligé de considérer la sécurité alimentaire, parce que si le paysan n'a pas une sécurité alimentaire assurée, il ne produira pas ce que je lui propose de produire. Enfin, donc je vais terminer en répondant aux questions de José. Alors les moyens de production, accès à la terre et à l'eau, dans la mesure où on travaille avec des paysans, la terre c'est la leur, et je dirais même dans ces zones-là, en ce qui concerne les cultures annuelles, ça ne se pose pas, mais en ce qui concerne les cultures pérennes, c'est très important. Vous ne pouvez pas planter un arbre si vous n'êtes pas propriétaire de la terre. Donc quelque part, c'est le social qui va régler ça, qui nous dépasse quelque part. C'est les paysans qui sont propriétaires, qui sont nos partenaires. En revanche, nous sommes propriétaires de l'outil de trituration, et c'est nous qui vendons les produits, huile et tourteaux. Alors gouvernance et relations de pouvoir, comme je vous ai dit, finalement c'est assez équilibré, et je pense que et nous et les paysans avons compris qu'on avait besoin de se mettre d'accord, et on a des réunions assez régulières avec l'union de producteurs, notamment à chaque intercampagne, au début de la campagne agricole, fin de la campagne de commercialisation, c'est la réunion que j'avais la semaine dernière, et puis fin de la campagne agricole, début de la commercialisation, on a des réunions régulières, mais ces deux réunions sont très importantes, où on discute un petit peu de quels sont les objectifs, comment on fait, comment on procède, etc. Et là-dessus, clairement, les paysans ont leur mot à dire. Les paysans ont d'autres... Ce qui empêche qu'on soit en position
de force trop absolue par rapport aux paysans avec lesquels on travaille, c'est qu'on est dans une zone où ils ont d'autres opportunités. Ils peuvent faire du coton, ils peuvent faire du sésame, ils peuvent faire d'autres cultures. Et donc, si quelque part, si je ne suis pas compétitif par rapport à ça, je ne peux pas faire. Alors, il faut savoir aussi, quand même, gouvernant ces relations de pouvoir sur les négociations, par exemple sur les négociations de prix, clairement, d'une part, on est dans une situation où on est dans des filières en croissance et où notre société n'atteint pas encore l'équilibre, ce qui nous limite nos marges de manœuvre, d'une part. Et d'autre part, on est tributaire, et ça, on en a pas mal parlé avec les représentants des producteurs, on est tributaire d'un marché qui est quand même pas à des niveaux très élevés, et on leur montre très bien qu'avec le prix, ce qui nous reste, enfin, on détaille par rapport à une tonne de graines, ce que ça donne en huile, ce que ça donne en tourteau, et ce qui est vendu, le prix que c'est acheté, le prix que c'est vendu, et ils voient bien ce qui nous reste pour payer les gens, ils voient bien qu'on n'exagère pas, quoi. Donc partage de risque, oui, le partage de risque, il est réel, c'est-à-dire qu'effectivement le paysan prend le risque en mettant une partie de ses champs en culture, et nous on prend le risque financier de faire ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, vu la petitesse de notre société, c'est encore assez équilibré. Et il y a donc une richesse qui est encore le partage de la richesse, une richesse qui est encore à créer. Et donc clairement, là oui, on a besoin d'une politique de l'État, et je dirais même des États, où en se disant, si on a besoin de développer ces productions, on n'a pas, comme au départ d'autres filières, comme la filière coton par exemple, un appui massif sur la recherche, sur tout ça, etc. Et on est petit, il y a un appui, alors il y a quand même un appui de l'AFD sur la RD Jatropha en Afrique de l'Ouest, mais ça reste encore des choses qui sont insuffisantes, et il faut une vraie volonté politique. C'est pas nous, une petite entreprise, qui pouvons faire quelque chose. Mathilde, à un moment aussi, parlait de l'investissement, je ne sais plus, en disant, je ne sais plus qui, ou c'est José, qui parlait de l'investissement. L'investissement, quand on travaille avec des paysans, on n'a pas besoin d'investir sur la terre, sur les machines, ce qui est vrai. En revanche, on investit sur le conseil, sur la formation, etc. Et quelque part, c'est même plus difficile. C'est plus difficile parce qu'un banquier vous prêtera plus facilement de l'argent pour acheter de la terre ou des machines que pour faire de la formation et de la recherche-développement. Donc voilà. Voilà pour le moment. Évidemment, je suis à votre disposition pour d'autres questions. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Émilie Durocha. Je travaille pour la plateforme pour le commerce équitable, qui est la principale coordination nationale des acteurs de commerce équitable en France, donc qui réunit les différents métiers qui font le commerce équitable aujourd'hui. Donc c'est autant les entreprises importatrices de produits, les metteurs en marché, qui vont mettre des produits sur le marché que vous pourrez consommer en tant que consommateur. C'est aussi les labels de commerce équitable qui vont apporter des garanties aux consommateurs sur les modalités de production et d'échange. C'est aussi des ONG qui interviennent en appui au Sud auprès des organisations de producteurs dont nous allons parler, qui sont un maillon clé du commerce équitable. Et également des systèmes de distribution qui vont s'engager pour promouvoir ces modes de consommation responsables. Voilà, donc évidemment la connexion des agricultures familiales du Sud aux chaînes de valeur, au marché, c'est, je dirais, la raison d'être du commerce équitable, dans une perspective d'amélioration des conditions de vie des petits producteurs du Sud. Et le partenariat avec le secteur privé est au cœur de la mise en œuvre de ce projet du commerce équitable. Donc à ce titre, si on considère la définition très ouverte que José nous a exposée en ouverture de ce débat, on peut dire que le commerce équitable constitue une forme très spécifique, je reviendrai sur le très spécifique, d'agriculture contractuelle. Très spécifique dans le sens où elle va vraiment parvenir à réduire les asymétries de pouvoir entre les contractants, et elle va centrer son projet sur l'amélioration des conditions de vie et le droit à l'alimentation des producteurs du Sud. Donc en quoi le commerce équitable est-il une forme d'agriculture contractuelle ? Bien sûr, le contrat entre ces petits producteurs
et l'entreprise metteuse en marché du Nord est au cœur de la démarche. On va bien être sur des accords à terme, donc on s'engage avant le lancement de la campagne agricole sur l'achat. Et on préétablit des prix, donc les deux contractants se mettent d'accord sur des prix. On est dans un cas un petit peu différent de la définition que José a présentée précédemment, dans le sens où dans le commerce équitable, on ne fournit pas les intrants. En revanche, on va fournir un appui technique et on va aussi fournir un préfinancement, l'accès à un préfinancement qui peut aller jusqu'à 60% de la commande de commerce équitable au moment de la commande et qui va permettre en fait aux producteurs de financer une partie des intrants sans tomber dans les sphères du surendettement, n'ayant pas recours localement à un système bancaire. Au Sud ne prétend pas, ou que très rarement, aux petits producteurs qui n'ont pas de garantie à apporter. Donc voilà, après avoir dit cela, néanmoins, il convient de préciser en quoi le commerce équitable est un contrat un petit peu spécifique avec les producteurs. Alors tout d'abord sur le fait qu'on est dans un contrat à terme. Ce contrat, il est pluriannuel. C'est-à-dire que la relation commerciale qui s'instaure entre une entreprise du Nord et des petits producteurs, il s'inscrit sur le long terme. Il s'inscrit dans la durée et il permet ainsi aux producteurs de se projeter dans l'avenir et de stabiliser leurs revenus et de réduire l'incertitude économique. Du point de vue du metteur en marché, cette formule présente aussi un intérêt non négligeable. Ça va leur permettre de sécuriser leur approvisionnement d'une campagne agricole sur l'autre. Le deuxième point de spécificité, c'est qu'on a dit que donc il y avait contrat à terme avec des prix préétablis. Dans le cadre du commerce équitable, vous le savez, c'est quasiment la définition du commerce équitable. On va parler de prix justes, de prix équitables, qui sont donc versés par l'entreprise aux producteurs. On va parler d'un prix minimum qui est calculé sur chaque filière, dans chaque pays, sur la base d'une étude des coûts de production. Et ce prix devra prendre en compte des coûts d'exploitation. Donc ça, bien entendu, le bénéfice engendré pour les producteurs, vous l'imaginez tout de suite, c'est effectivement des revenus supérieurs pour ces producteurs, une amélioration des conditions de vie consécutives, et puis également des revenus supérieurs, supplémentaires, qui vont permettre de financer la conversion vers des pratiques culturelles plus agroécologiques. Puisqu'effectivement, on se rend compte que rentrer dans les circuits du commerce équitable va souvent encourager des producteurs à améliorer leurs pratiques et à tendre pour beaucoup vers notamment l'agriculture biologique. Il y a des mécanismes qui permettent aujourd'hui de faire cette conversion qui peut être risquée dans un contrat autre. Mais là, on a des revenus supplémentaires qui permettent d'endosser le risque. Voilà. Ce prix juste pour les metteurs en marché, bon, bien entendu, ces metteurs en marché, ils vont payer plus cher, mais ils vont ainsi contribuer à la viabilité économique de leurs fournisseurs, ce qui aujourd'hui sur le marché mondial est quelque chose d'important. Voilà. La principale spécificité aussi du contrat de commerce équitable, c'est qu'il va s'adresser à des producteurs organisés collectivement. Alors cette organisation collective, elle peut prendre différentes formes. On parle souvent des coopératives, on va parler des organisations de producteurs, ça peut aussi être des associations professionnelles, etc. qui sont composées, alors dans le commerce équitable, on essaye de s'adresser en priorité aux plus marginalisés, aux plus défavorisés. Et on a des critères exigeants pour s'assurer que ces organisations de producteurs, elles seront démocratiques, c'est-à-dire que c'est la propriété privée des producteurs, un producteur, une voix, les producteurs contribuent aux décisions et à l'avenir de la coopérative. Et ils font les choix en toute autonomie et sans pression extérieure. Voilà, donc cette structuration en organisation de producteurs, elle a de nombreux effets. Elle permet une défense très forte des intérêts des producteurs. Elle permet de réduire la symétrie de pouvoir qui existe dans la relation commerciale. On est plus fort à plusieurs, donc on est plus à même ensemble, à 100, 200, 400, 500 producteurs, de négocier des prix et de défendre nos intérêts sur le marché.
Elle permet aussi, cette organisation de producteurs, de renforcer les compétences, des compétences en matière de qualité, des compétences en matière de connaissance du marché. Grâce à l'organisation, on va développer ces compétences. Et enfin, si on se place du point de vue du metteur en marché, cette organisation collective, elle va permettre de baisser les coûts de transaction, puisque c'est plus facile de contrôler, je dirais, la réalisation du contrat s'il y a un seul contrat que si on a 500 contrats avec des petits producteurs. Voilà. Et après, comme je le disais, la spécificité, donc dans le commerce équitable, l'entreprise du Nord ne fournit pas les intrants agricoles, mais en revanche, elle met à disposition un préfinancement. Un préfinancement qui va permettre aux entreprises, aux producteurs de lancer une campagne agricole sans avoir à, je dirais, s'endetter localement auprès de taux usuriers qui des fois dépassent les 100%. Voilà, donc je dirais que ces 4 spécificités du contrat de commerce équitable vont clairement contribuer à l'élévation des conditions de vie, mais elles doivent également s'accompagner d'engagements complémentaires pour s'assurer qu'on contribue bien à une connexion durable de ces petits producteurs aux chaînes de valeur. Et donc on a identifié, nous, 4 leviers que je voudrais partager très rapidement avec vous maintenant, qui pour nous sont les conditions sine qua non d'un droit à l'alimentation et d'un développement durable pour tous. C'est la soutenabilité des conditions environnementales de production. C'est des choses qui doivent selon nous, être pris en compte dans ces modes d'agriculture. L'empowerment des organisations de producteurs, ou l'autonomie ou l'émancipation, bon, à vous de traduire comme vous voudrez l'empowerment. La 3e condition, c'est la viabilité économique des producteurs. Et le 4e levier qu'on identifie, c'est l'encouragement des organisations de producteurs à remonter les étapes des chaînes de valeur, c'est-à-dire la transformation, la commercialisation, etc. Donc je reviens très vite sur le premier point. Pour que cette connexion durable des organisations de producteurs avec des entreprises du Nord ait du sens, il faut effectivement qu'on soit dans une soutenabilité environnementale. La planète ne pourra pas être exploitée indéfiniment. Donc dans le commerce équitable, on veille à ça. On interdit les OGM, on utilise des intrants limités, on a une gestion durable des ressources naturelles, donc il y a un certain nombre de critères comme ça qui sont listés dans les cahiers des charges du commerce équitable. Et on incite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la conversion vers l'agriculture biologique. Par exemple, dans le label Fairtrade Max Havelaar, il y a une prime qui est versée à l'organisation si elle souhaite s'engager dans l'agriculture biologique. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, c'est près de 70% des produits du commerce équitable qui ont aussi la labellisation agriculture biologique. Oui, j'avance très vite. La spécificité, le levier qui est pour nous essentiel dans le commerce équitable, c'est de donner du pouvoir aux organisations de producteurs, de constituer des organisations de producteurs très fortes qui vont réduire les asymétries de pouvoir qui peut exister dans la négociation commerciale. Et là-dessus, on se rend compte que dans le commerce équitable, il y a un schéma opératoire qu'on observe très souvent. C'est une relation triangulaire qui existe en fait entre l'organisation de producteurs, l'entreprise de commerce équitable au Nord et les ONG. Les ONG qui jouent là un rôle très fort dans cette structuration, dans le renforcement de capacité de ces organisations, dans la formation qui peut en être faite. Et nous, par exemple, on a fait une étude financée par l'AFD d'ailleurs, qui a mis en évidence que sur les filières des entreprises adhérentes à la PFCE, c'est entre 50 et 90% des filières qui ont été soutenues, des organisations de producteurs qui ont été soutenues à un moment ou à un autre par une ONG internationale ou locale. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et également pour soutenir pour donner du pouvoir à ces organisations de producteurs, dans le commerce équitable, on a un mécanisme qui s'appelle la prime de développement. C'est environ 10% du montant de la commande qui est versé en plus du prix équitable, mais qui n'est pas reversé au producteur en direct, qui est versé à l'organisation. Et en fait, l'organisation va bénéficier d'un paquet qui va lui permettre de mener des projets, soit d'investissement productif, soit des projets communautaires. Voilà, et j'avance pour terminer sur le 4e levier,
qui constitue à effectivement encourager les organisations de producteurs à remonter les étapes de chaîne de valeur. C'est quoi les étapes de chaîne de valeur? C'est la transformation, c'est le conditionnement, c'est la commercialisation, c'est comment au fur et à mesure ces OP, on va les accompagner pour qu'elles internalisent ces différentes missions et que du coup la valeur ajoutée, puisqu'on parlait de valeur ajoutée, soit majoritairement au sud. Et c'est là qu'on voit dans certains partenariats le développement de co-entreprises où le capital va être partagé entre les organisations de producteurs et l'entreprise qui met en marché au nord. Donc là, on crée des entreprises qui vont transformer le produit. Et voilà. Et je conclus en disant que voilà, que ces 4 leviers nous semblent effectivement être des conditions qui doivent inspirer aujourd'hui les contrats de l'agriculture contractuelle, afin de garantir, comme on le disait, ce plus grand impact auprès des producteurs du Sud. Je vous remercie. Bonjour, donc moi je suis Christophe Chauveau de Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Je vais essayer d'être rapide pour laisser un peu le temps à quelques questions, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc, comme on l'a compris, hein, l'agriculture contractuelle, c'est un champ assez large. Le fait de sécuriser les petits producteurs dans l'accès au marché, en termes de volume, en termes de prix notamment, c'est essentiel. C'est une des clés du développement de l'agriculture familiale paysanne. Et pour ce faire, donc, la contractualisation, c'est un élément important, c'est pas un élément nouveau. On peut même remonter aux grands-parents de l'agriculture contractuelle que peut être par exemple le métayage. C'était des formes de contractualisation quelque part orale. Là on a un spécialiste de la production agricole. En ce qui concerne AVSF, on a beaucoup priorisé depuis une vingtaine d'années le commerce équitable comme une forme de contractualisation tout à fait pertinente pour favoriser la consolidation des systèmes de production paysans familiaux. Pour toutes les raisons qu'a expliqué Émilie précédemment, moi on insiste beaucoup nous sur le fait que cette contractualisation dans le cadre du commerce équitable est un énorme tremplin pour l'organisation des producteurs. Organisation des producteurs qui permet non seulement de les professionnaliser sur le marché, mais également leur donne un pouvoir de négociation, tant face aux acheteurs, et donc améliorer progressivement les prix, qu'un pouvoir levier sur le territoire, c'est-à-dire qu'on observe sur les territoires où se développe le commerce équitable, qu'au-delà du prix aux producteurs associés, organisés, qui est amélioré, c'est le prix pour tous les producteurs qui est amélioré, puisque quelque part cette niche, quand elle grandit, de producteurs qui reçoivent un meilleur prix, entraîne les intermédiaires, entraîne les commerçants, qui sont obligés, pour s'aligner et pour rentrer en concurrence avec la coopérative, de pouvoir également élever leur prix. Donc il y a des effets positifs qui vont bien au-delà des producteurs certifiés et contractualisés dans le cadre du commerce équitable. Mais il y a d'autres formes de contractualisation que nous appuyons. Je vais citer deux exemples, je ne m'étendrai pas dessus, s'il y a des questions ou si vous voulez, plus tard on peut en rediscuter. On appuie des expériences de contractualisation entre un réseau de PME laitières haïtiennes, donc ce sont des petites PME rurales conformées de petits producteurs associés à des ONG ou des associations locales d'ingénieurs agronomes qui donc passent un contrat avec l'État, le programme national des cantines scolaires, qui est un contrat en fait triannuel, ils en sont au 2e contrat, pour fournir les cantines scolaires de leur territoire en lait stérilisé tout au long de l'année. Ces contrats permettent de garantir 70% du débouché de ces petits producteurs-là, à des prix qui sont rémunérateurs. Les prix sont suffisamment hauts pour garantir une marge pour les petites mini-laiteries, une marge de 10-12%. Donc, à la fois, c'est une garantie sur l'accès au marché, une garantie de prix, une garantie de marge,
Ça permet à ces organisations, PME de se consolider. Et ça leur a permis de négocier auprès de l'État un programme d'investissement sur la construction de nouvelles mini-laiteries pour étendre l'approvisionnement en lait à plus d'écoles. Ça, c'est un exemple. Autre exemple de contractualisation que nous, on appuie, c'est ce qu'on appelle en France les AMAP. Ça prend d'autres noms ailleurs. Donc, c'est la passation de contrats entre des groupements de consommateurs et des producteurs qui vont les fournir de paniers de fruits et légumes tout au long de l'année avec un paiement anticipé, en général c'est semestriel, de la production. Et une qualité accordée au préalable, un contenu des paniers avec des règles, il faut tant de sortes de fruits et légumes dans le panier, il faut tel type de qualité, et en l'occurrence ils sont en général sur du bio. Voilà, ce sont deux exemples supplémentaires. Donc, il y a toute une variété. Tout ce qui a été présenté précédemment sont des expériences pertinentes d'agriculture sous contrat qui méritent d'être appuyées, accompagnées. Moi, on m'a demandé d'apporter un peu d'éléments critiques. Donc, je vais citer 2-3 choses. On observe depuis une dizaine d'années un boom de l'agriculture contractuelle. En particulier dans une certaine forme qui est la forme de contractualisation quelque part la plus poussée, où l'entreprise s'engage ou fournit les petits producteurs en intrants, en crédit et intrants, à condition d'une exclusivité sur l'achat de la production, à des prix plus ou moins fixés à l'avance et dans des conditions de standards de qualité précisés dans les cahiers des charges. C'est en plein boom. Ce boom est en particulier dû au fait que c'est une modalité de plus en plus utilisée par les grandes entreprises agro-industrielles, en particulier au nord, puisque on parle de 40% de la production qui est contractualisée aux États-Unis, plus d'un tiers dans les pays de l'Est, c'est 75% au Japon, c'est en pleine croissance au Brésil et dans certains pays du Sud. Ça peut servir à un certain nombre de producteurs. En revanche, nous, on pense que ce n'est pas forcément adapté aux producteurs avec lesquels nous travaillons, qui sont 70% des producteurs dans la plupart des pays du Sud, les plus petits. Je parle des producteurs de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Ça n'est pas forcément adapté à ces producteurs-là parce qu'en général, ces dynamiques de contractualisation entre très grandes entreprises agro-industrielles et petits producteurs s'inscrivent dans des dynamiques de très forte intensification agricole à base d'intrants chimiques, souvent de concentration de ces filières-là dans les mains de quelques entreprises, voire dans les mains d'un monopole, et que donc ça exclut souvent, en tout cas moi c'est ce que j'observais en Équateur, Madagascar, dans d'autres pays, sur des filières comme la filière maïs pour l'alimentation animale, brocoli surgelé pour l'exportation, haricots verts en boîte pour l'exportation également, etc. Souvent on observe qu'au contraire ça exclut une grande majorité de petits producteurs, de fait, et quand ça les inclut sur la base d'un modèle de production qui à nous ne nous semble pas très viable. Et le fait est, c'est qu'on observe souvent des turnovers très très importants, avec des producteurs qui rentrent sous cette forme d'agriculture sous contrat 1 an, 2 ans, puis qui lâchent, soit parce qu'ils sont exclus par l'entreprise, soit parce qu'ils en sortent même rapidement, parce qu'ils ne peuvent pas supporter le niveau de charge qu'il leur est proposé, parce que c'est des paquets d'intrants assez coûteux, qu'ils ne peuvent pas arriver au niveau de rendement attendu, parce que ces niveaux de rendement sont accessibles sur des exploitations plus grandes et mieux dotées, notamment en accès à la terre, à l'eau, etc. Donc, finalement, ce n'est pas pour exclure ce modèle-là, c'est simplement pour dire, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas très adapté aux formes d'agriculture paysanne que nous, on appuie,
et que nous, on cherche à consolider. Et j'ajouterai 2 derniers points. La contractualisation, c'est une condition nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant dans le sens où le fait de contractualiser ne garantit en rien une modification de la relation de pouvoir. C'est-à-dire, s'il n'y a pas dans la démarche de relation entre l'acheteur et le vendeur une certaine symétrie dans le pouvoir de négociation, ce n'est pas le fait de mettre un contrat entre les deux qui changera la donne. Ça suppose donc que l'agriculture sous contrat puisse permettre l'émergence d'organisations. Souvent, ce qu'on observe, pas tout le temps, hein, mais on observe ça, les grandes entreprises favorisent la création d'organisations, mais de manière très instrumentale, pour améliorer leur capacité de collecte, pour améliorer la diffusion des intrants et du paquet technologique auprès des producteurs, pour externaliser un certain nombre de coûts de contrôle qualité, le premier contrôle qualité. Mais en revanche, le problème, c'est que ces organisations-là en restent à cet aspect très logistique et ne deviennent pas de vrais pouvoirs de négociation avec l'entreprise. Donc ça, c'est un point important à regarder au moment de construire des dispositifs de contractualisation. Un dernier point, mais ça a déjà été mentionné, l'État ou les pouvoirs publics ont un rôle à jouer de toutes les manières. Le développement de la contractualisation ou de l'agriculture contractuelle ne doit pas être une nouvelle forme en fait, de privatisation des services aux producteurs, que ce soit les services de crédit ou les services d'assistance technique, etc. Ça peut être tout à fait complémentaire, c'est-à-dire que l'assistance technique privée peut être tout à fait complémentaire de l'assistance technique publique. Le crédit privé peut être tout à fait complémentaire d'un crédit de banque publique. Mais le fait est, c'est qu'il faut aussi penser à construire cette complémentarité et remettre en avant le rôle des pouvoirs publics dans l'accompagnement, la défense, la protection et la promotion de l'agriculture familiale.